Mots-parleurs, saison 2, épisode 1. Nous sommes dans la salle de rééducation de l'hôpital marin d'Hendaye. L'hôpital marin est un établissement spécialisé dans la rééducation fonctionnelle et la réadaptation des personnes en situation de handicap, notamment des personnes atteintes de maladies neurologiques rares. Dans cet épisode, vous entendrez Monique, Fabien, Véronique, Catherine, Céline, Martine Mouika Mourois, Dominique Samora et Pascal. Ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Claire Grimbert, afin de lire et commenter des extraits du livre S'adapter de Clara Dupont-Mono. paru aux éditions Stock. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots-parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots-parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors, dans ce livre, nous avons la vision de 3 enfants, l'aîné, la cadette, et celui qui remplace l'enfant handicapé. Il faut s'adapter, voilà. On le sait dans la vie, on essaie de s'adapter avec tout ce qui nous arrive. Et bon, on arrive plus ou moins bien, comme dans cette famille. Voilà, le grand frère materne, son petit frère. l'aîné, Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied à terre, frémissait au contact des tomates. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant ne réclamait rien. Il garderait donc ce lit. Dans le livre, plusieurs personnes interviennent. C'est l'histoire d'un enfant qui naît handicapé, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. Son grand frère, l'aîné, s'occupe beaucoup de lui, avec amour. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table à langer. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas, il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi dans ce contact immobile, peau contre peau. Moi, j'ai bien aimé ce passage. Il a un contact peau contre peau et il espère que c'est rien que pour lui que la joue lui a été offerte. Et ça, je trouve ça très beau. l'aîné, Le souffle de l'enfant montait de façon régulière. Leurs yeux ne regardaient pas dans la même direction, l'aîné le savait bien. Lui regardait les torsades du lit et derrière la fenêtre qui donnait sur la rivière. L'enfant contemplait un ailleurs.
calé sur un rythme que personne ne déchiffrait. Cela convenait à l'aîné. Il serait ses yeux. Je trouve le livre donc s'adapter très bien, puisqu'il nous raconte justement le sens du verbe s'adapter, aussi l'action et aussi les conséquences. Et je pense que justement il découpe en 2 temps, on va dire, s'adapter non seulement au niveau de la famille, au niveau de l'évolution par rapport à la maladie, mais également s'adapter par rapport aux relations que l'on peut entretenir les uns aux autres. Personnellement, je pense donc c'est vrai que c'est une histoire, je trouve, assez singulière. L'aîné. Il lui raconterait le lit et la fenêtre, l'écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, son sol d'ardoise bleu nuit, la porte en bois, le rempart du vieux mur, nous, les pierres et notre reflet cuivré, les fleurs jaillissant des peaux ventrues, avec des petites anses comme des oreilles. Auprès de l'enfant, il se découvrait patient. Il aimait par-dessus tout l'impassible bonté, la primaire candeur de l'enfant. L'aîné comprenait qu'il tenait là l'expérience de la pureté. Il en était bouleversé. Aux côtés de l'enfant, il ne cherchait plus à brusquer la vie dans la crainte qu'elle ne lui échappe. La vie, elle, était là, à portée de souffle, ni craintive, ni combattante, juste là. Dans ce paragraphe, il y a un mot qui me parle davantage que les autres, qui me marque beaucoup plus, c'est le mot pureté. Parce que bien évidemment, le sens et la force de ce mot qui est inné, bien sûr, évoque simplement une chose qui est dénuée de négativité. Une pureté, pour moi, c'est une chose brute, une chose qui, concerne tout l'aspect positif, bien sûr, sans aspect négatif, mais qui est réellement brute, qui n'est pas façonné, moulé par rapport à la société. Et je trouve que c'est un élément et un mot pour moi qui est important. C'est ce mot de pureté. Celui qui était malade, il fallait tout le temps s'occuper de lui. Il fallait lui donner à manger, lui donner à boire, comme nous. Souvent, il y a ici des personnes qu'il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Et c'était la même chose. Sauf qu'il était bébé à moins de 8 ans, alors que là, nous sommes des grandes personnes. Mais c'est la même chose. Oui, je suis d'accord. Nous sommes des charges pour les personnes valides. On réagit comme nous, mal ou bien, mais toujours avec bienveillance, surtout à l'hôpital Marraine d'Andaille. La cadette. La cadette, qui est franchement dégoûtée, qui ne veut pas entendre parler de ce frère malade. Et presque même dégoûtée à l'idée d'avoir un petit frère handicapé. La cadette. Dès sa naissance, elle lui en a voulu. Très précisément au moment où sa mère avait passé une orange devant ses yeux et conclu qu'il ne voyait pas. La fenêtre de sa chambre donnant sur la cour, elle avait vu la tache vive du fruit, sa mère s'accroupir, entendu son filet de voix tendre et chantant, puis plus rien. Elle avait compris que cet instant-là était celui de la fracture. C'était fini. Son père avait beau faire l'optimiste, promettre qu'à l'école, ils seraient les seuls à savoir jouer aux cartes en braille, elle n'était pas dupe. Et maintenant, l'enfant régnait. La cadette, non, elle est hors course. Elle s'est affranchie de ça. La cadette, elle ne veut pas en entendre parler. La cadette. Il aspirait toutes les forces.
celle de ses parents et de son frère aîné, les premiers affrontés, le second fusionné. À elle, il ne restait rien, aucune énergie pour la porter. Plus l'enfant grandissait, plus il la dégoûtait. Elle ne l'aurait avoué à personne. Il fallait le moucher, lui administrer des médicaments à la pipette, des gouttes dans les yeux, tenir sa tête verticale quand il toussait. Alors, ce livre m'a touché dans son intégralité, c'est-à-dire que le verbe s'adapter également, qui rythme tout le quotidien de l'histoire, me fait écho particulièrement, parce que c'est vrai que c'est une situation que je traverse également, une situation différente bien sûr, à un degré différent. Mais voilà, c'est une histoire qui m'est assez familière et sensible. Donc c'est vrai que j'ai plus une préférence sur ce livre, que je m'identifie assez facilement. Après, c'est vrai que la maladie que j'ai évoque une dysarthrie cérébrale. Donc je pense également que l'exercice de lire le livre est un très bon moyen de communication, en dehors bien évidemment de la lecture pour moi, mais aussi de partager mon ressenti, mon quotidien avec les autres. Je pense une expérience enrichissante. La cadette. Il lui fallait du doux, du tiède, du mou, des choses de nouveau-né ou de vieillard. Or l'enfant n'était ni l'un ni l'autre. C'était un être à mi-chemin, une erreur, coincé quelque part entre la naissance et le grand âge. Cela la cadette ne le supportait pas. Lorsque son frère aîné appliquait la crème et que d'un index lent, il massait la paupière de l'enfant, elle changeait de pièce. C'est une dysarthrie cérébrale, c'est difficulté à parler. Et je pense que justement la lecture du livre facilite et corrige et améliore justement ce souci que je vis au quotidien. C'est une difficulté d'articulation, de langage, de prononciation. Je parle beaucoup trop vite par rapport à ce que je voudrais dire. Donc en fait, c'est une parole qui est peut-être davantage démesurée que ce qu'elle devrait être normalement. C'est-à-dire que la bouche n'est pas toujours grande ouverte, le rythme n'est pas toujours bon, n'est pas toujours unique. Et en fait, la dysarthrie, c'est vraiment l'incapacité, on va dire, à maintenir un fluide constant, en fait. C'est-à-dire que je la vois qui peut faire ça, c'est incontrôlé, en fait. Donc je pense que la lecture, c'est un bon exercice pour, pas corriger, mais en tout cas pour maintenir, ralentir l'évolution de la dysarthrie. La cadette. Elle n'aimait pas ses yeux noirs, si vides qu'ils en donnaient des frissons, ni son souffle qu'elle trouvait fétide, ni ses genoux blancs, osseux, trop écartés. On lui avait dit qu'à force de rester allongée, les articulations de ses hanches étaient hors d'usage, comme dégondées, que ses pieds grandiraient cambrés comme ceux d'une ballerine, puisqu'ils s'étaient jamais posés au sol. À quoi servaient donc ses pieds, s'ils ne portaient aucun corps, n'avançaient pas? Ah, parce que j'ai la même chose que Fabien. Moi aussi, j'ai une dysarthrie cérébrale. Et moi aussi, je ne maîtrise pas mes aigus, mes graves. Ma maladie est apparue il y a une quinzaine d'années. Moi aussi, j'ai pas été handicapée toute mon enfance et tout ça. J'ai déclaré j'avais une vingtaine d'années. Et ça évolue. Et moi, ça fait un peu plus longtemps quand même. Ça fait une dizaine d'années que ma voix fluctue suivant mes émotions, suivant ma fatigue, suivant mon humeur, qui fluctue, qui monte dans les aigus, qui descend dans les graves, sans qu'on puisse trop maîtriser, même pas du tout même. Et c'est tellement rare qu'il n'y a pas de nom précis, c'est une ataxie cérébrale.
Donc Pascal, qui est un des participants de cet atelier, a tenu absolument à communiquer, comme il communique tous les jours. Et sa manière de communiquer avec nous, c'est une synthèse vocale. Donc il a pu écrire sur son ordinateur le passage qu'il voulait partager avec nous. Donc, Plus l'enfant grandissait, plus il la dégoûtait. Elle ne l'aurait avoué à personne. Allongé en permanence, d'un système immunitaire faible, il était la proie de 1000 maux. Il fallait le moucher, lui administrer des médicaments à la pipette, des gouttes dans les yeux, tenir sa tête verticale quand il toussait. Donc c'est un petit texte qui a été écrit par Pascal et qui nous dit « Clara Dupont-Mono nous parle de la puissance des liens fraternels, de l'ambivalence face à la différence et de l'extraordinaire capacité d'adaptation de l'être humain. » Et c'est vrai que je trouve que c'est un texte qui est très juste, qu'il a écrit Pascal, parce que surtout d'avoir choisi ce mot ambivalence. Je trouve que c'est... parce qu'effectivement, quand on en a beaucoup parlé tous, hein, c'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, quand on pense au frère aîné, on se dit « Ah, c'est génial », il s'en occupe beaucoup et il le fait de sa propre volonté. Et en même temps, on se dit c'est peut-être trop et peut-être que pour sa vie, ensuite, une fois qu'il a plus ce frère, il n'a plus rien. On a la cadette au début qui est dans un énorme rejet, mais finalement, on est quand même beaucoup même à la comprendre, en fait, à comprendre qu'elle puisse en être là, dans ce rejet-là. Et puis finalement, elle arrive à faire ressortir la famille. Le dernier, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est jamais noir ou blanc dans ce livre-là sur les personnages. Et du coup, je trouve que c'est un résumé qu'il a écrit. Et il y en a eu d'autres, hein, parce qu'il a eu des fois des petites phrases qu'on s'est notées par-ci par-là, mais qui sont très justes sur les sentiments qu'ont pu nous traverser avec ce livre. Je crois que la personne handicapée est une charge pour l'entourage. Et ce livre, surtout la cadette, je comprends qu'elle ne puisse pas admettre son frère handicapé. Je comprends très bien. Et enfin arrive le dernier. Qui remplace, qui fait un pansement, en quelque sorte, de l'enfant handicapé qui est maintenant mort. Le dernier. Et maintenant, il était là. C'était un garçon. C'était le dernier. Il arrivait après les drames. Par conséquent, il n'avait pas le droit d'en créer. Il fut exemplaire. Il pleura peu, s'adapta à l'inconfort, à la séparation, aux orages, ne rechigna jamais à l'effort. Il consola ses parents. Il fut le fils parfait, afin de compenser celui d'avant. J'ai pris cet extrait parce qu'au moins c'est la gaieté après tous les orages qu'il y a eu dans la famille. C'est le petit dernier qui n'a pas le droit il doit être parfait, il doit réconcilier ses parents, donner du bonheur à tout le monde, à sa famille, à ses parents, à ses frères et sœurs. Et je trouve cet extrait magnifique. Le dernier. Toute son enfance porta le sceau d'une tension douloureuse autour de sa croissance. Parfois, sa mère lui demandait s'il voyait bien l'orange dans la coupe à fruits au bout de la cuisine. Il répondait « Oui, bien sûr que je vois l'orange ». Alors sa mère avait un sourire qui semblait revenir de si loin, étiré par tant de chagrin passé, qui lui détaillait l'orange pour qu'elle continue de sourire. Et le petit dernier qui arrive arrange toute la situation parce que il vient après le petit frère et bon, il ne le connaît pas, il ne l'a pas connu, il se pose des questions
qu'on se pose un enfant de cet âge-là. Il n'a que les photos pour se faire une idée de ce que vivait son frère. Et puis, il ne le remplace pas parce qu'on ne remplace pas un être qui a vécu avant nous. Mais bon, il fait ce qu'il peut pour réunir la famille. Et voilà. Le dernier. Il grandit dans les soupirs de soulagement. Les murs étaient couverts de photos qui montraient ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers gestes et ses traces servaient d'apaisement, d'appel à la tranquillité. Il allait bien. La preuve, il marchait, parlait, voyait. Cela avait été pris en photo. La preuve. Sous l'impeccable vernis, il brûlait de questions. Quand avez-vous su? Que faisait mon frère toute la journée? Avait-il une odeur? Étiez-vous triste? Comment se nourrissait-il? Pouvait-il voir? Pouvait-il marcher? Pouvait-il penser? Avait-il mal? Aviez-vous mal? Alors, nous avons besoin de la voix de manière bien sûr quotidienne, mais je pense que justement la diarrhée que j'ai, que nous savons certains, peut être un handicap, enfin un double handicap, on va dire, non seulement le fait de le vivre, mais aussi le fait de le communiquer, de le partager avec les autres. Ne serait-ce que voilà pour commander au restaurant, pour commander un rendez-vous, pour tous les actes, on va dire, de la vie quotidienne se retrouvent très compliqués. Donc, ça peut être assez handicapant parce on peut ne pas être pris déjà au sérieux. Et puis bien souvent, c'est quand on éprouve une difficulté que tout le monde, entre parenthèses, a accès de manière logique et sans effort. Pour nous, ça demande un effort très grand, et quand on peut éventuellement faire un aigu par-ci ou un grave par-là, ou en tout cas ne pas maintenir un flot de voix de manière continuelle, c'est vrai que la grande réaction de, pas tout le monde, mais la grande majorité, c'est de rire. Et en fait, on se trouve décrépisé de suite, ne serait-ce que dans le cadre du boulot, sphère professionnelle ou familiale, ou amicale. De suite, on est catalogué en disant celui-ci ne peut pas parler ou quoi. Alors que pas du tout. Et c'est vrai que c'est une pathologie qui est bien souvent incomprise, et aussi les gens en ont peur. Ils ne comprennent pas. Donc après, ça peut être très difficile, mais de manière quotidienne. C'est pas... En fait, voilà, c'est pas une fois par mois, c'est vraiment tous les jours, et ça peut être très lourd. Mais bon. On essaye d'avancer, on s'adapte. Le dernier. Il aurait aimé enlacer cet enfant pour le protéger. Comment était-il possible de regretter autant quelqu'un mort avant soi? Cette question est un vertige. Moi, j'ai aussi un syndrome cérébelleux, et on est très bien traité ici. Mon mari en a marre de s'occuper de moi. Ce qui me reste, c'est la voix, parce que je n'écris plus, je ne marche plus, enfin bref, il reste la voix, il faut se satisfaire. Le dernier. Une photo était accrochée au mur de la chambre de ses parents, près du lit, au-dessus de la lampe de sa mère. Elle montrait un enfant allongé sur des larges coussins dans l'ombre de la cour. L'image avait été prise d'en bas, au niveau du sol, probablement par son frère aîné. Il y avait l'épaisseur du grand coussin sur lequel reposaient les genoux osseux
que l'on devinait écartés. Les bras étaient écartés aussi, mais les poings serrés comme ceux d'un bébé. Les poignets, si étroits, du petit bois sec, recouvert de neige, pensa le dernier. Le profil était fin, pâle, la joue ronde surmontée de longs cils noirs, des cheveux bruns et épais. Dans le coin en bas de l'image, une main passée, floue. Il avait reconnu celle de sa sœur. C'était un dimanche après-midi qui avait été pris en photo, avec les montagnes qui redressaient leurs épaules par-delà le mur et leurs cous épais tendus vers le ciel bleu. C'était une quiétude et, en même temps, quelque chose de tordu. Les jambes, peut-être, ou le cou trop en arrière, ou le destin. Parce que c'est épouvantable. J'ai une fille qui appartient à une chorale, et quand moi je vais à ces représentations, mais je ne peux pas chanter. À l'église non plus, je ne chante pas, ça vaut mieux. Ceci dit, il me reste la voix, il faut en profiter. Mais le chant, non. Ne plus être en capacité de parler modifie les relations aux autres. Avec les proches, cela reste encore possible car ils connaissent la maladie qui affecte un proche. Par contre, cela empêche de créer de nouvelles relations facilement. Il y a différentes réactions. Il y en a qui pensent qu'on est sourd aussi. Ça va avec la parole, la surdité pour beaucoup. Alors que non, on n'est pas sourd. Hein. Et ouais. Et aussi, il y a des réactions de rire. Parce que quand on monte dans les aigus alors que c'est mal à propos, eh bien, ça fait rire l'entourage. On parle doucement aussi quand c'est du bruit autour de nous et on ne peut pas se concentrer et parler en même temps que le bruit. Ça fait drôle aussi aux personnes qui nous écoutent et puis qui tout d'un coup n'entendent plus rien. Nous on parle, on s'essouffle et on ne sort pas de son. Le dernier. Lorsqu'il venait embrasser sa mère le soir, il jetait un coup d'œil rapide, presque craintif, à cette photo. Il aurait voulu s'attarder. Il n'osait pas. Sa mère lui proposa plusieurs fois de poser des questions, mais il en avait tant en lui qu'il renonça. Il ne voulait pas se risquer à lui demander « Et s'il n'était pas mort, serais-je né quand même ?» Le livre commence par « un jour ». Vraiment, ce terme « un jour », ça montre qu'il y a un avant et un après. Et je crois que toute maladie, où on en a parlé ensemble, ou tout accident de vie révèle vraiment cette rupture qu'on peut tous avoir. Et de mon côté, pour accompagner toutes les personnes ici depuis plusieurs années, souvent ils me disent « mais il faut que j'accepte » et j'ai pas envie d'accepter. J'arrive pas à accepter et c'est quelque chose qui revient très très souvent. Et je crois que d'emblée, que ce soit Dominique ou moi, on a été attirés en fait par ce livre parce que pour moi, le vrai terme en fait, c'est vraiment s'adapter. Je pense qu'on avance quand on arrive malgré toutes les difficultés en fait à s'adapter. Et c'est pas grave si on n'accepte pas. Je pense que c'est tellement difficile et des fois on a besoin de dire que c'est difficile qu'à certains moments dans la vie qui sont inacceptables. Et souvent on me dit mais comment tu fais pour travailler toute la journée là-bas? Comment tu fais pour être au milieu d'handicapés toute la journée? Et moi de mon côté je crois que c'est de voir leur capacité d'adaptation et de voir à quel point rien n'est permanent au final, que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des accidents de vie et c'est la manière dont ils rebondissent, comment ils arrivent à être résilients et à partager tant de beauté, à partager tant d'humanité et à
et vraiment faire en sorte que chaque journée soit belle, que chaque détail de leur vie soit beau. Et dans ce livre, je retrouve beaucoup ça, et je crois que c'est ce qui m'a énormément plu. C'est ce côté poétique de toute la description des paysages, de tous ces petits détails en fait qui révèlent la beauté de la vie. Voilà ce qui m'a plu dedans. C'est vrai que je pense que l'atelier mot-parleur a été pour nous justement l'occasion, comme l'a très bien dit Claire, de redonner la parole et la force des personnes qui n'en ont pas, ou on va dire qui en sont privées. Et je pense que c'est réellement très important aussi de mettre tout le monde à pied d'égalité, handicap ou non, et de se dire à la fin, au final, on a chacun une parole qui compte. Parce que bien souvent, dans la sphère handicapée, on est tous catalogués assez vulgairement et assez rapidement aussi par tout le monde. Et le fait de se dire que malgré tout, on a encore un poids et encore une parole à donner, je pense que justement l'atelier mot-parleur concrétise cette idée, ce qui est pour moi énorme. On ne s'en rend pas forcément compte quand, mais de se dire que, même en tant qu'handicapé, on a quand même le droit de se prononcer, le droit à la parole, et surtout le droit de le dire aux autres, je trouve que c'est un travail qui est énorme. C'est une chance aussi très grande. On a fait un exercice d'orthophonie pendant le mot-parleur. Voilà, c'est super de lire à voix haute. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité Ribado-Dumas de l'hôpital marin de l'AP-HP, situé à Hendaye, accompagnés par Claire Grimbert, Pachi Ouskoudoun, Dominique Samora, Martine Mouika-Murua et Hervé Saint. Voix du générique par Solal Vigélogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage Benoît Artaud.